Bonsoir, vous êtes sur TV Fil 78 pour une nouvelle édition du 7-8 L'Actu, le journal de la rédaction. Du lundi au vendredi, voici les titres de ce 27 mars. Alors que les banques espèrent développer le paiement sans contact via la carte bleue, une application permettant de régler sa facture avec son mobile vient de voir le jour. Présentation de Kips, déjà en service dans un centre commercial de Rambouillet. À Maurepas, 5 listes pouvaient se maintenir pour le second tour. Elles ne seront finalement que 3. Seulement les alliances passées font grincer des dents, à droite comme à gauche, vous le verrez. À la Verrière, large victoire pour le front de gauche. Alain Jage face à Nicolas Dainville pour l'union de la droite. Une victoire plus nette qu'en 2008 que commentera au cours de cette édition le principal intéressé. Le président chinois en France actuellement et ce jeudi soir à Versailles, Xi Jinping doit assister à un opéra avant de dîner au Trianon. L'autoroute A13 est fermée entre 19h et 19h30 dans le sens Paris-Versailles. Les principaux axes autour du château sont interdits à la circulation et aux piétons également. Château fermé exceptionnellement depuis 16h. Versailles habitué à ce genre de réception de hauts dignitaires étrangers. Le roi des Belges, Baudouin Ier ou encore le président américain Kennedy sont déjà passés par Versailles. Dans l'actualité de ce 27 mars également, depuis 2009, la marque Renault a décidé de renforcer son activité des concept cars, des véhicules souvent présentés dans des salons. Ils ne sont pas destinés à être commercialisés, mais à montrer les innovations de la marque et à inspirer les futurs véhicules. Sur ces images, vous voyez un véhicule présenté aujourd'hui, la Kwid, le Kwid. Pour la première fois, le constructeur automobile a lancé ce concept car destiné spécifiquement à un pays étranger, l'Inde. Ils sont déjà implantés sur place. Une usine à Chennai produit les Pulse, véhicules adaptés au marché indien, et les Duster qui se sont aussi très bien implantés. Ils cherchent avec ce concept car à gagner donc des parts de marché dans un contexte économique difficile pour l'automobile française. On reste encore quelques instants sur ces questions économiques et cette innovation donc au centre commercial Bel Air à Rambouillet. Désormais, vous pouvez payer dans certains magasins du centre avec votre téléphone. Romain Garbette et Patrick Jacques de Dixmude s'y sont essayés. Et oui. Une bleu marine. Allez, une bleu marine. Allez, super. Comment vous réglez Avec Kips, s'il vous plaît. D'accord, très bien. Ben, on va l'installer aujourd'hui. Kips, ce mode de paiement ne vous dit peut-être rien. C'est une application mobile qui permet aux clients de payer directement avec leur smartphone. Ce mode de paiement est disponible au centre commercial Bel Air de Rambouillet. J'attends votre confirmation. Vous vous inscrivez après l'avoir téléchargé, vous activez votre carte bancaire dans le cadre d'un processus qui est sécurisé, qui a été revu par les instances compétentes en la matière. Et une fois que vous l'utilisez, en fait, vous approchez votre téléphone de l'équipement du commerçant et on déclenche la transaction de paiement au travers d'un son. On utilise en fait une technologie partant du haut-parleur et du micro du téléphone. Le centre commercial Bel Air est le premier d'Île-de-France à s'équiper de ce système. Kips ne se contente pas seulement du paiement par mobile, l'application récompense ses utilisateurs via plusieurs remises et promotions dans les différents commerces partenaires. D'ailleurs, près de la moitié des commerçants du centre n'ont pas hésité à s'acquitter des 10 € de cotisation mensuelle pour le terminal. Nous cherchons un outil de mutualisation, de partage des promotions et de cohésion de l'ensemble des commerçants du centre commercial pour répondre à des besoins qui sont les besoins de clientèle, de fidélisation, de promotion, d'augmentation du chaland, du flux et puis continuer à être compétitif sur un marché qui est de plus en plus concurrentiel. Au cours de l'année, une dizaine de centres en France adopteront cette technologie avec l'ambition que les clients délaissent leur portefeuille. Pour un point complet sur l'actualité économique, rendez-vous avec Fil Éco dès 18h30 pour la première diffusion ce jeudi soir présentée par Claire Cambier. Santé à présent, c'est un événement qui a toujours autant de succès. Cette année, l'hôpital des Nounours a accueilli plus de 300 enfants des écoles de Versailles, de Vélizy. Accompagnés comme toujours de leurs doudous malades, ils parcourent les services de l'hôpital qui sont tenus par des étudiants en médecine de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Yolène Torres pour ce reportage. Dans la salle d'attente, les enfants s'occupent et patientent jusqu'à leur tour. Ils sont venus faire soigner leur nounours. Il a la varicelle. Il y a un moustique qui est venu le piquer, il a eu plein de boutons. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Il avait la gastro. Parce qu'il a 2 caries en bas et 2 caries en haut. À Versailles, dans cet hôpital fictif, une centaine d'étudiants en médecine de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines se transforment en nounoursologues. Ils auscultent et orientent les enfants vers différents services en fonction de la pathologie de leur peluche.
Un événement organisé depuis plusieurs années par l'association Poème. Les enfants ont assez peur d'aller chez le médecin parce que généralement c'est des moments où ils sont fatigués, malades, ils sont pas bien. Du coup ils peuvent avoir un mauvais a priori du médecin. Et le but c'est vraiment de casser cette image négative de la blouse blanche et du médecin et de rassurer l'enfant vis-à-vis des soins et de l'hôpital. On va lui faire une petite piqûre avec un petit liquide qui va l'endormir. Est-ce que tu vas faire la piqûre ? Après le stand de consultation, les enfants emmènent leur nounours au poste de soins, au bloc opératoire, chez le dentiste ou encore ici, chez les radiologues. On leur montre que la radiologie, ça fait une image de l'intérieur de leur nounours. Et on essaye de leur montrer que ça fait pas mal, c'est juste une photo et que ça prend un peu de temps et que même s'ils sont tout seuls, faut pas s'inquiéter. Organisé sur une semaine à Versailles puis à Vélizy, l'hôpital des nounours a accueilli cette année plus de 300 enfants. Municipal à présent, en tête à l'issue du premier tour à Maurepas, Grégory Garestier récupère à présent l'investiture UMP-UDI pour le second. Face à lui, un trio, Michel Chapa, Michel Hay et Pierre Le Guérinel ont formé une alliance qui fait beaucoup parler leurs adversaires et notamment Ismail Havane, le troisième candidat de ce second tour, Olivier Maïnis-Calco et Elodie Moine. À Maurepas, ils auraient pu être 5 à se maintenir au second tour. Finalement, au jeu des alliances, ils ne seront que 3. Michel Chapa, candidat d'hiver gauche qui termine second des suffrages le 23 mars, voit arriver 2 soutiens de poids dans son camp. Michel Hay, sans étiquette, 4e au premier tour. Et Pierre Le Guérinel, arrivé 3e dimanche, candidat UDI, pourtant orienté à droite. Pour Ismail Havane, qui se maintient et défend les couleurs du PS dans ce second tour, cette alliance est une mauvaise surprise. Il se trouve que nous sommes arrivés derrière Michel Chapa, donc naturellement nous avions vocation aussi à discuter avec lui, puisqu'il se revendique de divers gauche. Il a fait le choix de ne pas se tourner vers la gauche, mais vers le centre et l'UMP. C'est un choix, moi, que je trouve très, très étrange. Et au final, peut-être pas si étrange que ça, puisqu'à Maurepas, il y a une confusion des genres depuis plusieurs années. Ça continue. Moi, je ne m'associe pas à ça. Je continue à être dans la clarté de ma ligne politique et de mes projets. Un communiqué de presse l'a annoncé mardi. Grégory Garestier, candidat d'hiver droite, arrivé en tête dans les suffrages au premier tour, a désormais l'investiture UMP-UDI. Pour celui qui porte maintenant seul les couleurs de la droite à Maurepas, le ralliement de Pierre Le Guérinel à Michel Chapa est beaucoup moins surprenant. C'est une alliance de circonstances qui ne regroupe que des intérêts personnels, on le voit bien. Et j'ai toujours dit pour M. Pierre Le Guérinel qu'il n'était pas de droite. Il a toujours été à gauche. Il a fait gagner Georges Maugeon en 2008 et il recommence. Alors qu'au premier tour, il avait utilisé l'UDI et parfois un peu l'UMP contre finalement les instances de l'UMP. Si cette alliance fait donc beaucoup parler, pour Michel Chapa en revanche, elle défend avant tout les intérêts de la ville et l'avenir des Maurepasiens, même s'il reconnaît qu'elle a de quoi surprendre. Ça ne manquera pas de surprendre des Maurepasiennes et des Maurepasiens, et en particulier celles et ceux qui nous ont fait confiance. L'important, c'est l'avenir de la commune. C'est de décrisper les relations, c'est de dépolitiser par rapport aux partis politiques et de réunir ensemble des gens qui n'ont pas la même sensibilité, mais qui sont d'accord pour l'avenir de la commune. C'est ce que j'avais fait dans ma liste du premier tour, c'est ce que nous avons essayé de faire dans la liste du second tour. Grégory Garestier, Michel Chapa ou Ismail Havane comme prochain maire de Maurepas. Réponse dans les urnes ce dimanche. La bataille s'annonce en tout cas serrée pour succéder à Georges Mougeot. Je reçois pour cette édition du 27 mars Alain Hajaj, bonsoir. Bonsoir. Maire de La Verrière, élu avec l'étiquette du Parti communiste, presque 60% des suffrages exprimés, 29 sièges à pourvoir, vous en avez raflé 23, c'est mieux qu'en 2008. Pierre Sélincourt, qui vous a passé la main en cours de mandat, avait totalisé un peu plus de 50%, mais il y avait plus de listes à l'époque, forcément. Un mot sur l'abstention cependant, près de 45%, comme au national d'ailleurs. C'est beaucoup de regrets pour vous aussi de voir que la population a parfois du mal à se mobiliser pour ce scrutin, qui est pourtant l'un des préférés des Français. Oui, c'est vrai, on retrouve d'abord, ceci dit, l'abstention à La Verrière n'a pas progressé entre 2008 et 2014, donc c'est plutôt une bonne chose, mais on ne peut pas s'en satisfaire. C'est un taux élevé et encore plus élevé dans les quartiers populaires, donc ce qui rejoint un peu l'analyse nationale d'un électorat un peu fatigué, désabusé, qui a du mal à s'accrocher un peu aux espérances démocratiques et au devoir électoral.
C'est la première fois que vous êtes élu en tant que tête de liste. Est-ce que ça va changer beaucoup de choses pour le mandat? Cette fois-ci, vous serez totalement libre de mener votre politique sans hériter non plus de ce qui avait été fait par Pierre Sélincourt en début du mandat précédent? Écoutez, effectivement, on fait un beau score, 60% de voix, alors que nous avions annoncé dès le départ notre projet, notre programme, un programme ambitieux qui a pu paraître pour certains un petit peu difficile à porter, s'engager dans un projet de développement important, une modification assez importante de l'organisation de notre ville. Nous avions souhaité être sincères avec nos électeurs, ne pas leur cacher que nous avions des ambitions pour cette ville et que nous avions un projet d'ensemble. Nous l'avons porté, nous avons gagné avec une large majorité. Et cette fois-ci, justement, mener le mandat tout au long du mandat de A à Z, cette fois-ci, c'est plus simple pour diriger une ville? En tout cas, deux choses. D'abord, c'est une aventure. Avec un conseil municipal renouvelé. Bien aussi, sûr, voilà. c'est un conseil municipal renouvelé. C'est une équipe peut-être adaptée au projet que nous portons, donc avec une volonté effectivement de renforcer toutes les démarches de proximité. Donc nous avons une liste encore plus représentative de notre ville, de ses quartiers, de cette diversité. Et puis effectivement, un projet qui se voit validé et donc l'envie là d'engager très vite les changements et le travail au quotidien avec les habitants. Au moment de la victoire, vous disiez vouloir regarder au mieux les résultats pour répondre aux attentes des électeurs. Maintenant que vous avez un petit peu de recul justement sur les différents résultats dans les différents bureaux de vote, différents quartiers, quels sont les enseignements que vous avez tirés? Est-ce qu'il y a des enseignements à tirer déjà? Oui, il y a des enseignements. Il y a toujours à continuer ce travail de réconcilier nos citoyens avec la politique. Donc c'est ma priorité, c'est la priorité de notre liste. Nous allons évidemment nous y attacher. La deuxième chose, c'est qu'on sent bien qu'au regard des enjeux que nous portons, il faut continuer d'expliquer pourquoi nous souhaitons ce développement, comment ce développement sera équilibré et comment il va profiter à l'ensemble des habitants de la ville. Et on sent bien que, par exemple, au village, il y a pu y avoir quelques inquiétudes. Donc nous allons évidemment rassurer, expliquer et faire avec. Il y a aujourd'hui un grand sentiment de défiance envers le pouvoir socialiste. Vous faites partie de ceux qui demandent des changements aussi. On a pu vous lire dans une tribune dans Libération, justement, pour évoquer ce besoin de changer la politique et d'avoir une politique cohérente avec un gouvernement de gauche, en fait, en quelque sorte. C'est ma position depuis le début, donc au moins je n'ai pas changé. Je pense qu'il y a effectivement une déconnexion entre les attentes des citoyens et la politique qui est menée. Moi j'espère que le gouvernement, les députés majoritaires à l'Assemblée vont mieux entendre et mieux écouter les aspirations de nos citoyens. Et il ne faut pas une inflexion, il faut un changement assez radical de la politique menée. Il faut d'abord écouter, il faut mieux répondre aux urgences sociales et puis il faut réconcilier effectivement nos citoyens avec la démarche politique. Ça fait partie de vos priorités justement parce que vous avez évoqué ce quartier de développement de la ville de La Verrière qui est important, on a eu l'occasion déjà d'en parler, mais au-delà de ça, il y a tout un lien à retisser avec la population des quartiers populaires aussi, pour les faire revenir aux urnes. C'est évident, il faut que les citoyens soient en situation de décider. On ne peut plus faire leur place, c'est terminé ces époques-là. Et donc il faut redonner la parole aux citoyens, il faut redonner les moyens d'action aux citoyens. Et ça se traduit comment dans les faits? Quel type de politique vous pouvez mettre en place pour faire ça? Nous, on a 2-3 propositions très simples. Si demain nous mettons en place des conseils de citoyens, nous souhaitons que ces conseils de citoyens aient le pouvoir de proposition et le pouvoir de dire oui ou de dire non aux projets municipaux que nous présenterons. C'est-à-dire des vrais pouvoirs d'intervention. Sinon, c'est pas de la concertation, c'est pas de l'implication citoyenne, c'est de la petite salade que nous mettons, et ça, les gens n'en veulent plus. Maintenant, il faut effectivement. Et la deuxième chose que nous mettrons en place, ce sont des élus de quartier, au quotidien, au contact de nos concitoyens, faire remonter et traiter les préoccupations du quotidien. Et ça, il y a une urgence à être plus attentif à ces préoccupations du quotidien. Et enfin, il y a une troisième, c'est le débat public. Les habitants ont des choses à dire. Moi, j'étais très surpris pendant la campagne électorale de voir que nos concitoyens avaient plein d'idées, et pas que des idées sur les aspects locaux, mais ils ont des idées, y compris sur les grands sujets nationaux, régionaux, et sur les politiques à mener. Il faut les écouter. Il y a un élément qui va peut-être un peu changer la donne dans votre façon de faire la politique cette fois-ci, parce que si vous avez été élu à La Verrière, la majorité n'est pas du tout et loin de là acquise à l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. On l'a évoqué depuis le début de la semaine avec Bertrand Houillon lundi, le maire de Manille-les-Hameaux, avec François Deligné aussi, c'était hier sur ce plateau. Eux sont socialistes. Vous, quel regard vous avez sur cette éventualité, possibilité et même forte possibilité de voir la droite remporter, s'imposer pour la première fois dans l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines?
Écoutez, d'abord, c'est comme ça. C'est le jeu démocratique. C'est le jeu démocratique. Et quand on s'y prête, il faut en accepter, évidemment, les règles et donc les conséquences. Ce n'est pas complètement une surprise pour moi. C'était un risque qui avait été évoqué. Donc, je ne suis pas complètement surpris que l'agglomération change de bord au soir du 30 mars. Ce n'est pas encore fait, mais enfin, on s'y achemine tranquillement. J'espère, et c'est mon souhait le plus cher, c'est que ce que je prône depuis longtemps, c'est-à-dire une coopérative de ville, une agglomération respectueuse de la position de chaque ville, mais en même temps défendant un projet discuté et voulu par les maires. J'espère que cette ligne, avec les inflexions normales que j'imagine que la nouvelle majorité apportera, ceci sur le fond, prenant en compte évidemment les disparités, les rééquilibrages nécessaires, le développement à l'ouest de l'agglomération qui est une urgence et qui est indispensable. Et donc j'espère que l'agglomération continuera d'accompagner le développement de nos communes. Il n'y a pas de raison, c'est pas l'agglomération, la majorité précédente l'a fait et bien fait auprès des communes, quelles qu'elles soient et quelle que soit leur couleur. Il n'y a pas de raison que la nouvelle majorité ne le fasse pas. En tout cas, on va rentrer avec un état d'esprit de discussion. Mais le mode de scrutin ayant changé, puisque dorénavant on élit donc ces conseillers communautaires, est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y aura une politisation plus forte aussi de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent? Écoutez, on rentre dans une phase extrêmement compliquée puisque déjà dans les 2 ans qui vont venir, il va falloir travailler sur la mise en œuvre de la nouvelle loi d'organisation des compétences et des territoires. Donc on va déjà avoir ce travail-là. Donc on verra bien comment nous allons pouvoir engager ce débat, quels sont les élargissements possibles de l'agglomération et quels sont les choix. Est-ce que ce sont des choix politiciens qui vont dominer ou est-ce que ce sont des choix de cohérence territoriale et de développement? Je prône évidemment des choix de développement cohérents, de territoires cohérents, des territoires de projet. C'est ce que nous défendions dans l'ancienne majorité. Si la prochaine majorité sur les mêmes positions, on devrait arriver au-delà des nuances. Et il ne sait plus que des nuances. Nous avons évidemment des divergences fortes. La droite, pendant le mandat précédent, a expliqué et affirmé qu'elle remettrait en cause tout un ensemble de politiques déjà mises en œuvre sur notre territoire. J'espère que dans la pratique, les choses seront un petit peu plus nuancées et discutées pour le bien des habitants. Les Verriérois ont besoin de l'agglomération. Nous sommes une commune qui bénéficions d'une vraie solidarité communautaire. Nous espérons bien pouvoir continuer de le faire. Sinon, notre commune sera bien difficile à gérer. Une dernière question. Pour que l'agglomération reste à gauche, il faudrait éventuellement que Luc Miseray, puisque j'imagine que vous aussi, comme tous les élus qui sont passés sur ce plateau, vous avez fait les calculs, mais il faudrait notamment que Luc Miseray arrive 2e sur Trappes et que Othman Nasrou, le candidat de la droite, termine 3e, ou encore que Jean H, le candidat de la gauche à Voisin-le-Bretonneux, lui aussi termine en seconde position. La clé, c'est la mobilisation aussi. Je pense à Trappes plus particulièrement. Et puis votre regard sur la candidature de Luc Miseray, qui est du même bord politique que vous. Moi, je fais partie de ceux qui regrettent qu'il n'y ait pas pu y avoir alliance, au moins au second tour, entre les différentes forces de gauche à Trappes. Je trouve que c'est regrettable parce que ce sont des dynamiques qui auraient pu inciter les électeurs à voter plus massivement et effectivement, du coup, à être plus puissants et donc à rafler plus de sièges, puisque c'était l'objet. Voilà, la réalité politique de Trappes fait qu'il y aura 2 listes de gauche. J'espère qu'effectivement, il y aura une forte mobilisation des reports entre les différentes voies et que les candidatures de gauche arriveront largement en tête et surtout que l'on mettra un peu un terme à ces campagnes qui ont été assez violentes sur le territoire, un peu démagogiques, un peu fourre-tout, sans projet, sans programme, mais avec une volonté de démolir ceux qui avaient des projets, des programmes. Merci Alain Jage d'être passé sur ce plateau. Merci. Maire de la Verrière, élu donc dimanche à près de 60% des suffrages qui se sont exprimés. Merci à vous. Merci. Un autre maire élu largement, c'est à Coignières. Henri Pailleux décroche 21 des 27 sièges de la commune face à Didier Fischer. Le maire sortant se présentait pour la première fois sans l'investiture de l'UMP. Mais c'est bien du vent national de contestation dont se dit victime le socialiste Didier Fischer. Henri Pailleux est en place depuis le milieu des années 80. Nous l'avons rencontré cet après-midi. Je mène la même politique depuis 1983. Avec le succès que l'on sait, j'ai fait de Coignières la deuxième ville la plus riche du département par habitant en 30 ans. Et donc c'est pas aujourd'hui, je dirais, que je vais remettre en cause la politique qui est la mienne sur la ville, parce que, je dirais, en cette occasion, j'ai perdu 5 points. Je pensais très sincèrement que je ferais mieux qu'en 2008, parce que j'ai
un bilan, je dirais, du mandat qui s'est achevé, tout à fait exceptionnel, avec des investissements que je n'en ai jamais fait. J'ai diminué, qui plus est, la fiscalité de 10% en 2013, ainsi que tous les services offerts à la population. Et donc, je m'attendais à faire, je dirais, un meilleur score. Moi, je suis rentré en politique très jeune, à 18 ans. J'étais à l'époque, d'ailleurs, le petit chouchou de Michel Debré, le Premier ministre de l'époque. Et puis, ensuite, j'ai fait de la politique pour les autres. C'est-à-dire que j'aidais des candidats lors de leur campagne électorale. Et c'est en 83, en arrivant ici à Coignières, donc que je me suis investi. Et très sincèrement, à l'époque, je ne pensais pas du tout que j'en prenais pour 30 ans. Et puis, j'aime Coignières, j'aime les Coignériens, c'est une ville extrêmement sympathique. Marie-Claude Renaud, qui était, je dirais, qui était en face de moi en 2008, m'a dit décidément, mais comment faut-il faire pour vous battre Je dis, écoutez, je n'en sais rien, mais écoutez, on en reparlera en 2038. Donc, vous n'excluez pas de vous présenter dans 6 ans? Je ne sais pas. Qui vivra verra. Et on termine ce journal, retour sur l'actualité avec un mot de culture. Jusqu'au 29 mars, la médiathèque du Canal à Montigny-le-Bretonneux propose une animation innovante, originale, créer de la musique à partir de post-it. Aurélia Debussy et Jonathan Villeman pour les images. Bleu pour les clochettes ou encore rose pour la batterie, chaque couleur correspond à un instrument car ici ce sont les post-it qui créent la musique. Stop It est un outil de création musicale interactif développé par l'association Lab 212, un collectif d'artistes au service du développement de formes artistiques différentes. Installé à la médiathèque du Canal à Montigny-le-Bretonneux jusqu'au 29 mars, Stop It s'inscrit dans la thématique culturelle de Saint-Quentin en Yvelines, Inventons demain. Le principe, c'est de positionner donc ces post-it. L'écran quadrillé en fait sert à avoir une hauteur de note différente, puisque la verticale correspond à la hauteur de la note et l'horizontale correspond comme une partition en fait au déroulement du morceau en lui-même. Et après, le morceau est joué en boucle. On a un écran en fait blanc sur lequel est projeté un écran quadrillé, des post-it de différentes couleurs, et on utilise également un séquenceur informatique et une caméra en fait. C'est grâce à la caméra qu'on va reconnaître le positionnement du post-it et la couleur du post-it. L'utilisateur intervient en direct sur sa création en déplaçant, retirant ou ajoutant des post-it. Une fonction permet d'enregistrer ses compositions et de les retrouver sur le site de l'installation. Le 7-8, l'actu revient demain vendredi à la présentation Olivier Maniscalco. Je vous retrouverai dimanche 19h45 pour 4 heures sur cette nouvelle soirée électorale du second tour. Donc les municipales à suivre toujours sur TV Fil 78. Très bonne soirée.